Sherlock Holmes et les mystères de Lorraine de Jérémy Bouquin, aux éditions La Geste. Chapitre 1. Juillet 1909. Des sales types. Le comportement des hommes, leurs habitudes, ces cloportes, des rustres, ils m'avaient toujours exaspéré. C'était comme ça, odieux bonhomme, tout juste bon à nous prendre pour des boniches. Sympathique jeune femme, pain bêche immobile, mère de famille placide. Je m'agaçais de ces comportements quotidiens de mâle dominant. Depuis que j'étais toute petite, c'était comme ça, comme une boule de colère nichée dans mon ventre. Pas que je ne fus éduquée par des parents idéologues, ou même socialistes. C'est dans mon âme. C'était plus fort que moi. Une rage. Je suis née femme, certes, mais je ne me voyais pas différente des hommes. Je trouvais tout cela injuste de nous traiter comme des moins que rien, tout juste bonnes à écarter les cuisses et porter des enfants. J'étais persuadée que rien ne pouvait imposer qu'une femme soit différente d'un homme. C'était comme ça. Loin d'être anarchiste, j'avais lu les pensées, les articles de Louise Michel, ces textes si forts, si vrais. J'avais entendu parler de ses discours sur les barricades de la Commune. Où étaient passées les déclarations des droits des femmes, chères à Olympe de Gouges? Ma génération devait se dresser. Pour nous les femmes, ce siècle serait le nôtre. Enfin, je l'espérais. J'avais toujours lutté contre l'injustice, toutes les formes d'injustice, et celle-ci me touchait profondément. Et puis il y avait la vie, le quotidien, celui de la rédaction, de mon chef. Oubliez ça, Suzanne, qu'il me lâchait, M. Jandel. Un refrain habituel, tous les jours. À chaque fois que je lui proposais une idée, il radotait. Oubliez. Là, c'était un papier sur Jeanne Weber. Un fait divers, les chiens écrasés, qu'il médisait. On est au Lorrain, à Nancy. Il grondait, me toisait, bégueule. Pas au petit journal à Paris, hein. Y en a marre de votre affaire de tueuse de gosses. Mais ce n'était pas que l'affaire Jeanne Weber qui m'intriguait. Un homme, je vous dis, un Anglais. Il vient spécialement la voir, Jeanne Weber. Il s'est déjà pointé 3 fois, peut-être 4. Il l'interroge. Il lui rend visite à l'asile d'aliénés, à Maréville. Ramassis Drago, des trucs de concierge, des dires de bonne femme. Le Lorrain est un journal sérieux. Qu'est-ce qui peut bien vous intriguer chez un roast-beef qui vient écouter les larmoiements d'une tueuse de mômes? Monsieur Jandel était le rédacteur en chef du journal local, un quotidien assez modeste fondé par Jean-Baptiste Jacques à la fin du XIXe siècle, un abbé. Arthur Jandel tenait au sérieux de l'institution. Il se voyait comme le garant de la ligne. Et justement, il cherchait depuis quelques mois un nouvel angle, plus en prise avec l'actualité. Là, c'était racoleur. Alors qu'on fête une autre ère, celle des grandes écoles, de l'exposition internationale qui battait son plein à Nancy, je me ramenais avec un fait divers. Prouvez-moi que j'ai fait le bon choix. Je vous ai donné la chance d'écrire, ne me vendez pas des fadaises de concierge. Il me postillonnait dessus, la clope humide collée à ses lèvres brunes. Truc de bonne femme, il grondait. En colère. Il était le patron d'une dizaine de journalistes et il avait accepté une femme. Pas pour la correction, la mise en page, ou même pour la gravure des clichés. Non, une femme à la rédaction. Il commençait à en douter, le rédacteur en chef. Il bouillonnait quand il voyait mes papiers. Trop de verve, trop de passion. Retenez vos pulsions romantiques. Il me crispait encore plus. Continuez de faire vos portraits, vos petites histoires de tous les jours, qu'il insistait. Jandel, petit bonhomme acariâtre, toujours la même chemise ouverte, les mains couvertes d'encre. Il tapait du poing sur ma dernière colonne. Trop d'émotion! Comme si tout cela n'était qu'une bluette. C'est vous qui m'avez promis de faire mieux que les hommes, d'attirer les lectrices. J'avais réussi à le convaincre d'écrire quelques articles à destination des femmes, de ce public à part, négligé, lui expliquant qu'il n'y avait pas que les hommes, bourgeois, cultivés, pour lire les pages des canards. Il y avait les autres, que les ouvriers, les femmes de ménage, les concierges, les dames lisaient aussi, que les femmes puissent même se montrer bien plus à l'aise qu'ils le pensaient avec la chose politique. Les articles de fond, les faits divers. Les journaux parisiens l'avaient bien compris, les Anglais, les Américains. Tous commençaient à intégrer des femmes, et pas uniquement dans les articles traitant des consommables pour la cuisine ou des produits de beauté. Lui se moquait gentiment de moi.
Des ouvriers. Faudrait déjà qu'ils sachent lire. L'école est en train de changer tout cela. Les classes des écoles communales pour les filles. Vous allez voir. Je défendais certainement une utopie. Du socialisme, qu'il rageait Jandel. Marchant dans son bureau de long en large, vociférant pour que les autres journalistes de la rédaction l'entendent. Certains avaient tendance à être jaloux, raconter des fadaises, dire que si j'étais là, c'est parce que je portais la chemise et les pantalons comme les hommes. Bêtise, jalousie mesquine de bonhomme. Lui, il me payait un tiers de ce que valait le plus mauvais de ses journalistes. Il m'imposait que je corrige les articles, réécrive quand ils étaient mauvais. Une plume de seconde main. Cet Anglais n'est pas là par hasard, je revenais à la charge. Vous avez dit qu'il était invité de la délégation pour l'exposition internationale. C'est comme cela qu'il s'est présenté à l'hôtel, le plus beau de la place, le grand hôtel de la Reine. Monsieur Jandel s'était tourné vers moi. Il était étonné par ma réponse. Surtout, je venais de me dévoiler. Il devina que j'avais récidivé. « Vous l'avez suivi » s'esclaffa-t-il. Touché. Je n'avais pas moufté. Je n'avais surtout rien dit. Il me connaissait bien. Mes manies de petite curieuse, de journaliste fouineuse. Il bouillonnait à chaque fois, répétait qu'il allait m'arriver des problèmes. À tout le temps aller farfouiller là où il ne fallait pas. Non, j'ai juste... Je bafouillais, j'allais pour mentir. Il hurla. « Vous l'avez suivi ?» C'est juste que... Il a parlé à Jeanne Weber. Une autre de mes lubies. J'avais écrit l'article il y a 5 ans, quand j'avais appris pour l'enfant. Cette bonne femme l'avait étouffé. Une affaire terrifiante. Du côté de Commercy, un village pas loin. Une folle. Une des abusées certainement, avait dit l'inspecteur Bégrat, un des brigadiers de la gendarmerie chargé du rapport au juge. J'avais tanné le gendarme de la garnison pour avoir des détails. Il devait envoyer le procès-verbal à Metz, au parquet. Cette femme étrange, à moitié saoule, un peu putain, avait d'un coup de sang étouffé le gamin de son concubin. Une Parisienne arrivait dans le coin. Un fait divers un peu tape à l'œil. Ce récit y faisait froid dans le dos. Rien ne laissait penser qu'elle aurait pu faire cela. Du pain béni pour un beau papier. J'avais trouvé l'histoire tellement troublante que j'eus envie d'aller me renseigner un peu plus, faire mon travail de journaliste. « Voyeuriste, malaisant !» fit Jandel. « C'est que les lecteurs aiment le plus !» protestai-je. À l'époque, il avait cédé. Il avait publié le papier. Monsieur Jandel était persuadé que tout cela n'était que de la lecture de bonne femme, de l'émotion facile, du racolage. Ces articles allaient rendre les gens encore plus fous qu'ils ne l'étaient. Pourtant, Jandel n'y croyait pas. Le lecteur a besoin de la science, d'un avenir, sortir la tête des petites histoires sordides du quotidien. Il lui faut des inventions, des aventures, des portraits de grands visionnaires, raconter la manifestation internationale, donner un peu de plaisir. Oubliez l'époque surtout. C'est la réalité pourtant. Les gens crèvent de faim. Les boches, les banquiers volent l'argent des ouvriers, laissent la misère gagner les rues. Le diable a envahi tous ces pauvres gens, expliquait Jandel en bon chrétien. Il parlait d'eux comme des brebis égarées. Ça fait vendre, je tentais une autre approche. Monsieur Jandel, même moraliste, avait le nez sur les chiffres de tirage. Et là, j'avais raison. Surtout sur ceux des ventes. Et à l'époque, mon article sur Jeanne Weber avait attiré la curiosité au point que nos concurrents directs s'étaient mis à écrire eux aussi sur l'affaire. 2 jours plus tard, je rajoutais un peu plus de détails, plus croustillants, comme sur la bouche de l'enfant, ouverte, béante, de ses yeux exorbités, du comportement de cette folle. Elle semblait totalement déboussolée, presque innocente, pleurait de remords. Le brigadier m'avait décrit en détail tout cela. J'avais mis de la passion, comme arguait M. Jandel. Une 2e fois, le titre à la une avait cartonné. Là encore, le journal avait été tiré par 2 fois dans la semaine, avec des notes remises à jour, m'obligeant à réécrire de nouvelles lignes, avec des détails bien plus scabreux. Jeanne Weber nous avait fait décoller. Depuis, le fait divers cartonnait, comme celui des 2 braqueurs, des scalpeurs, des apaches comme disent les Condés, ces gangsters de Paname retrouvés morts, ou des actions de la sûreté contre des anarchistes ou des bolcheviks. Il avait beau contester, il arriva à Jandel de succomber de plus en plus aux faits divers en une. Mes collègues hommes avaient pris le relais. Lucien tenait maintenant les pages des chiens écrasés. Il avait l'oreille de la gendarmerie, des comités de quartier, des syndicats et autres salopards du genre. Lucien avait surtout la gouaille et le verre de rouge facile.
Il passait ses nuits au tripot, dans des bordels lugubres du quartier des Casernes, rue du Sergent Blandan, des garnisons toutes neuves de l'hôpital militaire. Lucien y faisait mousser des histoires lugubres, mal rédigées. Ces quelques lignes terminaient au fin fond du journal. « Pourquoi vous ne m'écrivez pas des articles sur l'art, les expositions du moment? Il y en a partout. Ou répondre au courrier des lecteurs. Vous pouvez aider Antoinette, elle doit terminer de réécrire les annonces. Les belles petites recettes de notre beau terroir, celle de la tarte aux myrtilles. Voilà qu'il me comparait à sa gentille petite secrétaire si docile, c'en était trop. Je ne sais pas cuisiner, m'enflammai-je. Va falloir apprendre, sinon qui va vouloir se marier avec vous? Impossible de savoir s'il se foutait de moi ou s'il le faisait exprès. J'avais fini par tourner les godillots et m'en aller en claquant la porte. « Suzanne !» Il me rappela. « Quoi encore ?» Il se doutait que je n'allais pas lâcher l'affaire. « N'allez pas vous fourrer dans une sale histoire. Soyez gentille, ma petite. » Ma petite. J'étais furibarde. Me faire revenir pour me dire ça? Là, c'était trop fort. Tellement que j'avais filé dehors. « La porte! Fermez-la vous-même !» Évidemment que je n'allais pas laisser tomber. C'était dans ma nature, comme disait mon père désespéré. Gamine, je m'évertuais à m'imaginer aventurière, que j'allais voyager à travers le monde, faire comme tous les héros dont je dévorais les aventures dans la bibliothèque de Madame Roger. C'était elle qui m'avait appris à lire, la petite bourgeoise chez qui maman allait faire le ménage. J'y frottais le parquet en chaîne, les genoux écorchés, pour 10 centimes. Elle me voyait faire, me trouvait bien trop jeune pour récurer. Madame Roger n'avait pas eu d'enfant. Trop sèche, elle disait. Elle aurait tant aimé avoir une fille. Alors, elle décida de payer maman un peu plus cher pour me protéger, me préserver du temps. Elle me partageait ses lectures, un peu de ses pensées contestataires. Elle était femme au foyer d'un mari commercial pour les fonderies du Nord. Elle me parlait des grands ouvrages de Madame Bovary, dont elle m'expliquait les ennuis, et aussi Jules Verne, Baudelaire, Rimbaud. Tout ça, c'était un peu grâce à Madame Roger. Je me retrouvais dans la salle de rédaction. Dans mon petit coin de bureau, dans l'agitation des articles à produire dans la journée, ceux sur les pavillons de l'exposition internationale. À parler encore de l'Alsace, du village reconstitué pour l'occasion. Même annexé par les Boches, il restait là, dans nos cœurs. « Calme-toi, Suzette !» Antoinette se sentait obligée de venir me câliner, avec ses petits noms dont elle m'affublait. « Prends donc une petite camomille !» Antoinette et ses remèdes, ses petites fioles d'huiles essentielles, des décoctions de grand-mère dont elle comptait les gouttes et en dispensait les bons soins à tous ceux qui avaient le moindre bobo. Elle tira sur sa petite cigarette au bec, le regard sévère, sa fine moustache qui rebique. La voix chargée, célibataire et vieille fille endurcie, en vint même à me donner la leçon. « Ton caractère va t'attirer des ennuis. » Elle ne savait pas où se mettre quand je lui réclamais un calepin supplémentaire. Pourquoi faire encore? Je n'ai plus rien pour écrire. Madame Antoinette, c'était la radine. Pingre. Elle tenait le cordon de la bourse du journal. Toujours à compter les crayons, les pots d'encre, à négocier le papier. Elle vendait les pages de publicité, les emplacements. Monsieur Jandel la savait responsable pour rien et dure en affaires. Elle n'avait pas été nommée responsable. Il avait eu le nez. « Je veux juste un cahier, un petit. » Elle les fabriquait avec les chutes de l'imprimerie. Le papier coûtait plus cher depuis qu'il venait de Metz. Là aussi, il avait fallu faire l'impasse du bois de Strasbourg, des papetiers de l'Est et de leur grande presse. Un carnet, elle comptait déjà. Je lui fis ma petite moue, celle qui la faisait craquer. Alors, j'en jouais. « Suzette, tiens-toi un peu. Et cette coiffure! Comment veux-tu te trouver un beau mari ?» Toujours à critiquer mon plis trop large. Elle soupira, un brin désespéré. Elle me tendit un carnet maintenu d'une agrafe écrasée à coups de marteau. Le verso était couvert de ratures d'une série d'articles de sport. « Tu vas où ?» Elle me vit faire un pas pour sortir. « En reportage !» lui lançai-je à la volée. « Suzette !» Pas le temps de me justifier. Fallait que je me grouille. L'heure tournait. Presque la fin de l'après-midi. Mon informatrice devait m'attendre à la porte de l'asile. On avait convenu que je devais m'y pointer vers 16 heures. Il était déjà moins le quart. Le temps de prendre un vélo de la rédaction, d'enfoncer les semelles crevées de mes bottines sur les pédales, je me lançais sans même contrôler la hauteur de la selle. 2 bicyclettes étaient en permanence disponibles pour les pigistes.
une location déduite des salaires. Cela coûtait bien moins cher qu'un ticket des nouveaux tramways, et bien moins contraignant que les calèches pousse-pousse. Se rendre au sud de la ville, rejoindre Maréville, en temps normal, cela me prenait une bonne demi-heure en roulant bien. Il fallait éviter les quartiers des camelots, des grouillots, des manufactures, ceux des marais, la route boueuse. Je préférais le macadam défoncé par les carrioles du boulevard, sans pavé. Les lignes de tramway passaient sur le pont. Mises en place pour l'exposition internationale, des lignes avaient été rajoutées pour relier la gare à la place. Je longeais la Meurthe, trop basse, avec ses odeurs de vase par endroits et la remontée des fumées. Celle des usines en face, des tanneurs, des abattoirs. De là, on pouvait y apercevoir plusieurs portes, celle de la rue de Graffigny et de la rue du Sergent Blandan. L'entrée principale se trouvait rue Jeanne d'Arc, au terminus des tramways. La porte était monumentale, ornée d'oriflammes et de drapeaux éclairés dès le soir. Nancy, capitale du monde, du grand est de la revanche ou de la provocation. Nancy, à la porte de l'Allemagne ennemie. Passé le cœur de la ville, les condés de la maréchaussée, les militaires en faction y étaient bien plus nombreux que d'habitude. Avec les touristes, les belles dames et tous les visiteurs, fallait voir le barouf. Les voilà qu'ils dégageaient les gargotes. Celles des camelots ambulants grouillaient sur les abords des grands trottoirs. Des clochards, pochetrons. Une opération était en cours pour y faire place nette. Tout le monde cherchait à profiter de l'occasion. Dans 2 jours allaient commencer les grands défilés, ceux des bidasses, des congrégations des Alliés. 3 ans que la ville s'y préparait, que de nouveaux bâtiments étaient sortis de terre, qu'on annonçait des dirigeables venus de toute l'Europe. On avait construit d'immenses hangars pour accueillir des biplans, des aéroplanes, des montgolfières. Des monstres volants apparaissaient de temps en temps. Un véritable défilé aérien. Des tramways tout neufs venaient remonter les grandes rues jusqu'à la gare pour y ramasser de belles femmes aux grandes robes. Des modèles pour aguicher le regard. Pendant 6 mois, Nancy serait l'épicentre des grandes avancées, des inventions les plus folles, vitrine des industries les plus puissantes du pays avec des fêtes, des soirées un peu partout. Cette économie se voulait flamboyante, et cela se ressentait. J'avais mis un quart d'heure de plus pour arriver sur place. À bout de souffle, Marine me fit signe qu'elle attendait, sa blouse ouverte. Elle avait trop chaud. Elle venait de terminer les grandes chambres. Marine assurait le ménage à l'asile. Rien à voir avec l'armée de bonnes sœurs qui tenait l'établissement. Maréville, c'était le dispensaire d'aliénés le plus grand de l'Est et du Nord, peut-être même du pays. Marine enchaînait du soir au matin, jour et nuit, même le week-end. Elle assurait le nettoyage des grandes salles, des chambres aussi, surtout celles du bloc du haut, des 2 grandes murailles du fond, celles des fous, des pierres cintrées comme elle disait. Le personnel ne tenait pas longtemps. Même les assistantes, les secrétaires des médecins avaient tendance à prendre le gauche et ne pas y revenir. Marine m'avait renseigné quant à la présence de cet étrange Anglais. « Fatiguée ?» lui demandai-je. Elle était toute tordue sur sa clope, le visage figé, les cheveux gras, la peau des mains fripée. Je remplace une collègue et une infirmière, absente depuis 2 semaines. Cela leur arrivait aussi de prêter main forte aux médecins pour les contentions, maintenir les malades les plus dangereux pour les soins, les toilettes, mais aussi les électrocutions, les douches glacées. Cette série de thérapies violentes semblait remettre les idées en place, tout du moins calmer le mal, d'après ce qu'elle m'expliquait. Il est là. Elle cherchait à me faire voir la voiture en face. L'automobile pétaradait. Une petite carriole au moteur poussif. Les 2 sièges qui vibraient. Saloperie de machine. Elle semblait trembler de partout. Un conducteur attendait, grosse moustache, chapeau melon, costume sobre, sombre. Il lisait un journal. Impossible de voir le titre. Le fameux British ne devrait pas tarder d'après elle. « Tu as failli le manquer », qu'elle me fit, bien ennuyée. Il est revenu pour elle ? Oui, pour voir la Weber. L'anglais, il est resté longtemps. Même qu'un toubib était présent pour voir ce qu'il faisait avec elle. Et il faisait quoi, justement ? Elle me dit que l'anglais était entré dans une pièce préparée pour l'occasion, que la Weber y était, allongée sur un brancard, maintenue par des ceintures. L'anglais avait une petite sacoche, il semblait calme, qu'il lui parlait. Il parlait à cette folle, je n'en revenais pas. J'imaginais peut-être tout un tas de choses, mais au dire du gendarme, Jeanne Weber hurlait à la mort, semblait complètement perturbée, comme envahie par le diable. Une furie, une hystérique. Elle n'avait pas tous les étages allumés. « Il sort !» qu'elle me lança. Marine me montrait un type, vieux, grand, loin de ce que j'imaginais. « T'es sûr ?»
C'est lui, Altamont, Charles Altamont, qu'elle me confirma. J'eus à peine le temps de lui glisser 2 pièces, un paquet de tabac brun, de la remercier, de lui dire que je repasserais, que la gambarde démarra dans un bruit d'explosion tonitruant. J'arrivai à suivre en vélo. Dans la cohue de la circulation, je me glissais entre les chevaux de trait, les carrioles et autres charrettes, manquant d'embarquer un landau et un vieux gars qui ne marchait pas droit. « Faites attention !» rouspétait une bonne femme. Une nourrice mal embouchée. Elle tira les 2 moutards qu'elle avait en pogne de peur qu'ils se prennent un coup de guidon. Le quartier du centre, pas loin de la mairie, j'arrivais sur celui des hôtels et des grands immeubles, devant la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation et la mairie. Des trottoirs et des pavés, rien à voir avec le macadam et les nids de poules des rues voisines. La voiture s'arrêta dans un grincement aigu. Un jeune chasseur attendait à la porte. Le vieil Anglais se déplia, appuyé sur sa canne. Il resta un moment droit, planté sur le trottoir, le temps de bourrer une pipe de tabac et de l'allumer. J'étais loin, invisible. Je voyais bien qu'il cherchait du coin de l'œil quelque chose. Impossible de dire quoi. Sa silhouette tout en angle, comme une lame droite, inflexible, sévère, une redingote sombre, un pantalon légèrement frépé, sa serviette en cuir sous le coude, ses cheveux fins, gris, plaqués en arrière. Il finit par rentrer dans l'hôtel sans se diriger vers la réception. Il bifurqua en direction du salon. Le restaurant-bar était ouvert. Je posai mon vélo contre la porte d'un immeuble à côté. Me donnant un air assuré, je fis croire que j'allais voir à l'intérieur. Juste le temps de rentrer, de me glisser dans le hall vide, je profitais que le larbin de la réception rangeait son registre pour jeter un coup d'œil furtif. L'établissement était à la hauteur de sa réputation. On disait qu'à sa table venaient des ministres et des grands pontes de l'industrie. Des boissons au nom compliqué y étaient servies. Rien qu'à voir l'ardoise des prix, il m'aurait fallu 1 semaine de solde pour m'offrir un pichet de vin. J'eus le temps de voir l'Anglais saluer un homme, un type tout aussi élégant, un type qui avait tout l'air d'un notable. Jeune, le costume gris, il semblait l'attendre. Peut-être un boche, vu sa petite moustache, ses cheveux en pétard, un air goguenard. Il avait toutes ces rouquins d'Allemands qu'on décrit dans les bouquins. Je restai un moment béate, devant tant de luxe. Peut-être un peu trop. L'un des grouillots du restaurant venait de me repérer. « Madame ?» qu'on me poussait. « Ne me touchez pas !» Je protestais sans même lever le ton. J'allais pour me défendre, juste en bombant un peu la poitrine, comme pour l'obliger à reculer de peur de me toucher. « S'il vous plaît. » Je regardais à nouveau. Les 2 hommes avaient disparu, certainement pour aller déjeuner dans le salon privé.